Bordeaux, il est 19 h. Le soleil s'est déjà couché depuis un moment, mais pendant que la nuit s'empare de la ville, le fleuve, lui, est loin de s'endormir. C'est une soirée particulière qui va avoir lieu sur un tronçon des quais de la ville. Ce soir, on fête un des projets les plus importants réalisés par la Cube. Elle en est le maître d'ouvrage. C'est la construction d'un pont levant sur la Garonne. Un pont qui reliera les quartiers Bacalan et Bastide. À cet instant, c'est une célébration, celle du coup d'envoi d'un chantier de plusieurs années. Mais il faudra faire en sorte que ce fleuve vive plus, que ce soit un lieu de vie partagé, que ce soit un lieu de plaisir, un lieu d'emploi à l'occasion. Ce pont n'aura de sens que si on continue à faire ensemble la ville. Et en tout cas, on a fortement cette ambition. C'est lorsque nous avons lancé en 95-96 le projet de tramway de Bordeaux que nous nous sommes rapidement rendus compte que nous avions besoin de nouveaux franchissements. Si nous voulions que les habitants de l'agglomération puissent se déplacer confortablement de chez eux jusqu'à leur lieu de travail, il fallait ces nouveaux franchissements. C'est une belle journée, c'est poser la première pierre d'un ouvrage comme ça, qui est quand même assez exceptionnel par ses dimensions et puis par tout le travail qu'il a fallu accomplir pour arriver depuis 10 ans à ce niveau-là. Le voici, le futur pont levant Bacalan-Bastide, lorsque sa construction sera achevée, fin 2012. Ce sera l'un des plus grands d'Europe. Près de 7000 tonnes d'acier sont réunies ici, autant que la Tour Eiffel. Et c'est l'équivalent d'un terrain de football qui s'élèvera dans les airs. Avec une partie centrale s'élevant à plus de 50 mètres pour laisser passer les plus grands bateaux. Son coût, 150 millions d'euros. Un pont levant à Bordeaux, c'est devenu une réelle nécessité, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il y a un déficit de franchissement de la Garonne. Il existe donc une nécessité de relier les quartiers Bacalan et Bastide. Pour le développement des villes de la communauté urbaine, il y a aussi un besoin de créer les grands projets urbains de demain. Alors, le premier intérêt est de relier davantage les habitants des deux rives. Il faut qu'ils puissent rejoindre plus facilement leur travail ou leur domicile. Aujourd'hui, ceux qui vivent des deux côtés de la Garonne empruntent tous les jours le pont d'Aquitaine, un pont qui se retrouve vite engorgé. Le but est de créer une nouvelle voie urbaine et de laisser le pont d'Aquitaine dans sa vocation autoroutière. Il y a aussi l'ambition de relier les deux rives, avec un boulevard urbain qui accueillera en particulier un transport en commun reliant les réseaux de bus et de trams. Avec ce pont levant, qui possédera une chaussée pour piétons et cyclistes, il est aussi question d'améliorer la qualité de vie avec un accès à des promenades agréables sur les quais réaménagés. Et si le pont est levant, c'est pour ne pas freiner la ville de Bordeaux dans sa reconquête et son affection pour son fleuve. L'arrivée des plus grands bateaux et de superbes navires est à nouveau un argument patrimonial symbolique. Aujourd'hui, Bordeaux est redevenu un port et seul un pont levant était envisageable. Le temps est glacial, nous sommes en plein mois de janvier, le chantier a démarré. Emmanuel Mazet en profite pour nous montrer l'ampleur du futur pont. La travée levante du pont Bacalan-Bastide va se lever à peu près la même hauteur que le tablier du pont d'Aquitaine qu'on voit en arrière-plan, donc dans sa partie au-dessus du chenal de navigation. Et le lieu de réalisation de cet ouvrage se situe ici, donc entre le quai de Brazza sur la rive droite et le quai de Bacalan sur la rive gauche, sur une largeur de Garonne de 400 mètres environ. Et vous pouvez voir les premières phases de réalisation des estacades, les ouvrages provisoires qui vont permettre de réaliser l'ouvrage définitif. Les estacades, c'est une sorte de plan de travail où les camions et les grues pourront se déplacer. Près de 8 mois seront nécessaires pour les installer. C'est la première phase du chantier et certainement l'une des plus importantes. Son installation se fait par le biais de guides. Une grue à chenilles les place un par un. De cette façon, les distances entre chaque pieu sont totalement respectées. Les pieux, d'une longueur de 30 mètres, sont enfoncés dans le sol. L'estacade est ainsi une plateforme de travail des plus résistantes et sécurisantes pour les hommes. On y entrepose du matériel et les manœuvres avec de lourds engins se font sans problème. Ici, pas de soudure, tout est emboîté, en prévision du démontage qui prendra 4 mois par estacade sur chaque rive.
Les estacades, c'est une phase délicate des travaux. Mais comme tout le reste, elle a fait l'objet d'études particulières, y compris sur les conditions de son installation sur la Garonne. Et on a une connaissance assez approfondie, presque complète, du sous-sol et des strates et des horizons géologiques, à la fois dans leur composition, dans leur altimétrie, et puis dans leur nature et résistance. Donc tout ça, il n'y a pas d'improvisation en la matière. Des estacades, il en a vu un grand nombre. Gilles Van Bremersch, c'est le directeur du projet. Il travaille pour l'entreprise Vinci. Il a parcouru le monde entier pour la réalisation d'ouvrages, certains jusqu'à 5 ou 6 fois plus importants que celui-ci. Il faut une journée pour faire les pieux et puis poser le chevêtre, et puis l'autre journée pour finir la dalle. Donc tous les 2 jours, on fait 10 mètres comme ça. Et les dalles, c'est impressionnant, on voit les ferrailles, elles sont hyper ferraillées parce qu'il y a des très gros efforts vu que ce sont des grues de 160 tonnes qui doivent rouler dessus. C'est seulement après la construction de l'estacade que débute la réalisation du pont. Dans la conception du pont, la sécurité de l'ouvrage est primordiale. Gilles Van Bremersch et les équipes de conception pilotées par la société Aegis Jean Muller International ont prévu des renforts bien spéciaux. Un point qui est quand même très important, qui était de prévoir des protections contre le choc de bateau, puisqu'il est bien évident que, comme c'est un pont qui doit laisser passer des bateaux, s'il y a une avarie, il ne faut pas qu'un paquebot démolisse le pont. C'est pour ça qu'il y a ces 4 îlots de part et d'autre du pont. C'est un véritable kit d'assemblage qui va se mettre en place. Les embases, les îlots de protection, les tabliers et la travée centrale arrivent pratiquement dans leur forme définitive. Il n'y a plus qu'à poser. Seuls les pylônes seront construits directement sur le site. Nous sommes à Bassins, c'est un lieu stratégique des travaux du pont. C'est ici, dans la forme de radoub, que les ouvriers travaillent d'arrache-pied. La principale pièce est cette embase, 45 mètres de long, 18 mètres de large et plus de 6000 tonnes, un véritable paquebot. On a plusieurs équipes qui sont partagées justement le pont, donc on a 2 bureaux d'études et 2 bureaux des méthodes qui travaillent chacun sur une partie d'ouvrage du pont. Donc là, on a un bureau d'études à Marseille et un bureau des méthodes à Marseille qui travaillent exclusivement sur les embases et les îlots. La durée des travaux ici, on a à peu près pour 12 mois, sachant qu'on prépare une première série, donc à savoir une embase et 2 îlots. On a à peu près 5 mois pour les faire. On les remorque et on les échoue et ensuite on attaque la deuxième et dernière série, qui est identique à celle-ci. Alberto Alves est lui aussi un habitué des chantiers d'envergure. Tu contrôles le plan et l'alignement. Et tu passes à passer au bureau pour faire le coupage de béton. Alberto est un spécialiste des ponts. Il s'est créé une belle réputation sur des ponts gigantesques au Moyen-Orient, ou bien encore avec sa participation à des sites exceptionnels, comme le site de la Fusée Ariane, en Guyane. Responsable des embases et des îlots, Alberto adoptera une technique bien particulière pour sortir ces monstres d'acier. L'embase, on va la sortir, on remplit de l'eau. Et normalement, il devra flotter. Et après, on vient accrocher les bateaux pour pouvoir la transporter où ce que c'est prévu de mettre en place. Les 2 embases supporteront les 4 pylônes du pont. Leur échouage se fera à l'aide de 2 remorqueurs. Il leur faudra pas moins de 8 heures de trajet et de manœuvre entre la sortie de Bassins et le ralliement à l'estacade. Des câbles seront fixés à terre et sur l'estacade pour la positionner correctement. Des pieux guides finiront de coincer l'embase. Voici une vue de coupe d'une embase. Celle-ci va se remplir d'eau et s'échouer. 20 tubes vont la traverser pour s'enfoncer dans le sol. Du béton est coulé au fond de l'embase pour lier les tubes entre eux. Puis on fore plus profondément que les tubes pour les ancrer solidement dans le sol. Les tubes se remplissent de béton et armature métallique. L'embase est alors entièrement vidée. L'histoire des ponts de Bordeaux est très riche. Elle est émaillée de nombreux projets qui ne verront jamais le jour.
Si on voulait forcer le trait, on pourrait dire qu'il n'y a pas une rue importante qui débouche sur les quais de Bordeaux qui n'ait pas eu son projet de pont en prolongement de cette rue. Alors on voit là par exemple le cours Xavier Arnozan, hein, l'ancien pavé des Chartrons. Dès la fin du 19e siècle, on imagine un pont tiré dans l'axe de cette rue qui aboutit à la Bastide sur l'autre rive. Et de fait, la structure concentrique du port de la Lune fait qu'il y a toute une série de voies rayonnantes qui débouchent sur les quais et que si on prolonge sur un plan ces voies, eh bien, on arrive à la Bastide. Alors on a étudié à peu près au débouché de toutes les rues des projets de prolongement, de ponts ou de tunnels et puis on en a choisi finalement jamais aucun. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. La Garonne est de nouveau considérée avec l'aménagement des quais. Elle a retrouvé sa place dans le cadre de vie des habitants. Elle est redevenue un argument positif pour la ville. Elle représente un facteur de dynamisme économique et un atout pour la vie sociale. Pour preuve de son retour en grâce, l'art contemporain s'en est emparé. Mais c'est aussi d'un développement du tourisme dont il est question, avec une attractivité indéniable. Tous les projets pour entrecouper la Garonne ont vu défiler de nombreux schémas d'architecture, plus ou moins réalisables. Mais aucun n'aura atteint la physionomie et l'allure du futur pont Levant, avec notamment ses 4 pylônes. Ils seront construits sur le site même, en parallèle, avec une hauteur de près de 80 mètres. Ils accueilleront les contrepoids qui permettront de lever la travée levante. Dans un premier temps, la grue fera 70 mètres de hauteur pour la réalisation des premiers étages. Avec un tirant d'air aussi important, elle pourra ainsi laisser passer les plus grands navires pendant la construction du pont. Dans un second temps, la grue s'élèvera à 110 mètres pour établir les derniers étages des pylônes. Plus de 2000 mètres carrés de verrières seront montés sur l'ossature métallique. Elles renforceront l'aspect élancé des pylônes. Le design de cette œuvre monumentale a fait l'objet d'une attention toute particulière. Thomas Lavigne est l'architecte du pont. Son projet et sa vision ont tout de suite séduit. On va avoir un tablier extrêmement fin, un tablier central comme une aile d'avion avec un peu comme un squelette avec des arêtes de poissons qui vont porter donc les passerelles. Et quand le tablier sera en position haute, on verra toute cette structure presque organique qui sera très impressionnante et très légère, très aérienne sur la Garonne. Donc je pense que ça va être un vrai spectacle de voir ce pont se lever et descendre. Et un pont en plus de cette dimension, ça sera un des plus grands ponts levants d'Europe et même, on peut dire, même du monde. C'est un pont exceptionnel. Il va se passer quelque chose sur ce pont, ça va être un lieu de vie, je pense, pour les Bordelais, comme le sont les quais et comme le sera la rive droite aussi quand le projet d'aménagement va prendre vie, va prendre forme. Une fois les embases, les îlots de protection et les pylônes construits, les travées prennent le chemin des mers, depuis l'Italie où se trouve l'entreprise Simolai. Un long périple qui les fait passer par Gibraltar et arriver sur Bordeaux. Les travées sont tractées par des remorqueurs. 2 d'entre eux vont laisser leur place à des treuils. Tout en douceur, avec la marée, la travée va trouver son emplacement définitif. C'est un système de vérin qui abaissera ensuite la travée. 2500 tonnes, des dimensions proches d'un terrain de football, avec un squelette entièrement métallique. Voici la travée levante. C'est la travée qui sera la plus aboutie. Elle arrive pratiquement fin prête. Traitée anti-corrosion, peinte, il n'y a plus qu'à la déposer. Seule une fine couche d'étanchéité et de roulement sera posée par-dessus avant sa mise en circulation. Mais peut-être la plus grande prouesse se passe-t-elle ici. Réussir à lever une travée de 2500 tonnes. Pour cela, un contrepoids de 600 tonnes est installé dans chacun des 4 pylônes. Au total, ces énormes charges font quasiment le même poids que la travée levante. Il ne reste plus qu'une centaine de tonnes à lever, et ce sont 2 moteurs au bas du pont qui vont s'en charger. Ils vont actionner chacun 2 treuils. La machinerie du pont Levant, c'est en sorte un grand ascenseur, avec des données bien particulières. Le vent, l'eau, le frottement des énormes câbles d'acier et leur propre poids, tout cela est méticuleusement étudié. Au final, il faudra moins de 11 minutes à la travée levante pour monter tout en haut des pylônes. Aux embouchures d'un pont, il y a souvent une vie qui émerge.
comme ici, à Saint-Michel, à la sortie du pont de Pierre. Jean-Yves Meunier est spécialisé dans les aménagements des territoires. Il cerne déjà parfaitement tout ce qu'impliquera le pont Levant. On sait qu'autour des ponts, c'est toujours un lieu très important pour les villes, pour le développement des villes, des villages. Autour des rivières, historiquement, c'est toujours là que ça se passait. Au-delà du fait qu'ils circuleront des voitures, des bus, des vélos, que bien sûr on pourra le parcourir à pied, de part et d'autre, il y a des nouveaux quartiers qui vont se mettre en place, justement, se construire petit à petit. Mais vraiment, l'enjeu de ce pont, c'est effectivement d'amener tout ce qui fait la vie, les déplacements, mais aussi toute l'activité, les marchés, le commerce et l'habitat, parce que c'est vraiment une idée importante de pouvoir développer de l'habitat de part et d'autre de ce nouvel axe de déplacement. Direction le haut de la flèche Saint-Michel. Jean-Yves Meunier nous emmène sur la plus belle vue de Bordeaux. Voilà, on arrive à mon point d'observation, on va pouvoir maintenant tout montrer. Au-delà de la proximité immédiate du pont, il y a des nouveaux quartiers qui vont rentrer en relation, des nouveaux échanges. Et je vous citais bien sûr la question de l'emploi. C'est extrêmement important parce qu'on sait que dans la partie nord de Bordeaux, il y a une grande zone d'emploi autour du lac. Et donc là, on voit bien que ça va permettre de multiples échanges et de nouveaux échanges par rapport à ce qui pouvait exister. Le paysage bordelais va être modifié. Désormais, du haut de la flèche Saint-Michel, la vue ne sera plus la même. Mais vu du sol, le paysage lui aussi ne sera plus le même. Après des années de concertation, d'études techniques et environnementales, et quelques 3 années bien remplies de travaux, le projet porté par la communauté urbaine de Bordeaux, le pont Levant-Bacalan-Bastide, est bel et bien là. Majestueux, aérien, dans le paysage urbain, le trait d'union entre les rives droites et gauches était essentiel. C'est aujourd'hui une réalité. Il va changer les habitudes de notre vie quotidienne. Le pont Levant, c'était une évidence.